Les odyssées spatiales de l'animation japonaise, ça fait des décennies qu'elles nous font rêver, qu'elles nous transportent. Mais qu'est-ce qui les rend si incroyables, si captivantes? Eh bien, derrière chaque grande épopée, il y a une architecture, un plan bien précis. Aujourd'hui, on va déconstruire ce plan. Pas seulement pour comprendre ce qui fait leur succès, mais aussi pour imaginer à quoi pourrait ressembler la prochaine. Tout, absolument tout, commence avec cette idée. Une odyssée spatiale, en fait, ça ne parle jamais vraiment de l'espace. C'est un miroir, un immense laboratoire pour explorer nos propres angoisses, nos espoirs, nos problèmes bien terrestres, que ce soit la politique, l'éthique, la quête d'identité. L'infini du cosmos, c'est juste une toile de fond pour mieux se comprendre nous-mêmes. Alors pour un créateur, le point de départ, c'est une décision. Une seule, mais elle est fondamentale. Parce que ce choix va définir non seulement le look des vaisseaux, mais aussi le ton, les enjeux, bref, toute l'âme de l'univers qu'il va créer. Et là voilà, cette question centrale. Est-ce que l'histoire va se concentrer sur l'humain, sur le courage, le sacrifice, la force de l'esprit? Ou au contraire, est-ce qu'on va s'ancrer dans la réalité froide de la technologie, de la logistique, des contraintes matérielles? C'est vraiment ce dilemme qui va tout orienter. Ce choix, il nous amène à deux grandes écoles de pensée. D'un côté, on a l'ère romantique, celle de Leiji Matsumoto. Là, le vaisseau est presque un personnage, une extension de l'âme du héros. On a des cockpits pleins de cadrans analogiques, qui craquent, qui vivent. C'est poétique. De l'autre côté, c'est la révolution réaliste de Gundam. Et là, changement radical. La technologie devient un produit industriel, froid. Les robots sont fabriqués en série, ils tombent en panne, il faut les réparer. C'est concret, c'est presque brutal. Et ce qui est génial, c'est de voir comment ces philosophies s'appliquent dans les œuvres cultes. On passe de la quête quasi mystique de Yamato, très romantique, à la guerre civile crue et industrielle de Gundam. On a le réalisme presque aéronautique de Macross, l'ambiance jazz cyberpunk de Cowboy Bebop, et on va même jusqu'au NASA-punk de Planetes, qui s'inspire de notre technologie actuelle pour raconter un quotidien presque banal dans l'espace. Chaque œuvre a clairement choisi son camp. Cette approche réaliste, elle a même été théorisée par le designer de Gundam, Kunio Okawara. Il appelle ça le mensonge crédible. L'idée est géniale. Le but, c'est pas d'être 100% exact scientifiquement. Non, le but, c'est de créer une logique interne tellement cohérente, tellement détaillée, que le spectateur finit par y croire complètement sans même se poser de questions. Ok, une fois que cette philosophie est choisie, il faut passer à l'étape suivante, définir les lois physiques de l'univers. Et attention, ce ne sont pas que des petits détails techniques pour les puristes, non. Ces règles vont littéralement sculpter toute l'histoire. Ici, on a tout un spectre qui va de la hard science fiction à la soft science fiction, le fameux space opéra. Dans la hard SF, comme Planète, les lois de la physique sont un personnage à part entière. Elles créent le drame. L'inertie, ça peut tuer. Les radiations, c'est une menace permanente. À l'opposé, dans le space opéra, la technologie, gravité artificielle, bouclier d'énergie, permet de mettre la physique en sourdine pour se concentrer à fond sur l'aventure, les personnages, le grand spectacle. Et c'est là qu'on voit toute la beauté de la chose. Comment un concept scientifique, qui peut paraître un peu aride, devient une source de drame humain absolument incroyable. Prenez la dilatation temporelle dans Gunbuster. Ce n'est pas un détail, c'est le cœur d'une tragédie sur le temps qui passe, sur la séparation. Ou la gravité centrifuge dans Planets, qui rend la vue dans l'espace tangible, réelle, quotidienne. La science n'est plus une contrainte, elle devient un outil pour raconter des histoires puissantes. Bon, on a notre philosophie, on a les règles de notre monde. Maintenant, il faut choisir le squelette de l'histoire. Quelle forme va prendre ce grand voyage? En général, on peut identifier 3 grandes structures narratives. D'abord, ce qu'on peut appeler l'évolution cyclique. Le voyage est une grande métaphore sur l'humanité, souvent déclenchée par la découverte d'artefacts aliens. Ensuite, on a le drame en huis clos. Pensez à Infinite Reviews, qui est une sorte de Sa Majesté des mouches dans l'espace. Toute la tension est psychologique. Et enfin, il y a le voyage épisodique, le road trip spatial, où chaque nouvelle planète est une nouvelle histoire, un nouveau monde à explorer. Mais au-delà de l'intrigue, du design, des combats de vaisseaux, les plus grandes odyssées spatiales, elles vont plus loin. Elles posent des questions fondamentales sur notre humanité, sur ce que ça veut dire d'être humain dans un futur qui pourrait bien être post-humain. Et au cœur de tout ça, on trouve un concept clé, le transhumanisme. C'est un mot un peu savant, mais l'idée est simple. C'est quand la technologie nous permet de dépasser nos limites biologiques. Dans l'animation, ça se traduit par des cyborgs, des pouvoirs psychiques, ou même le transfert de la conscience dans une machine pour devenir immortel. Ce qui nous amène directement à la grande question philosophique de ces œuvres. Est-ce que cette technologie, cette augmentation de nos corps et de nos esprits, nous rend plus libres, ou est-ce qu'elle nous enchaîne à quelque chose de nouveau, créant des inégalités encore plus grandes? C'est le dilemme qui est au cœur de tout le cyberpunk, par exemple.
Et puis, bien sûr, il y a la question de l'intelligence artificielle. C'est un thème qui a beaucoup évolué. On est parti de HAL 9000, l'ordinateur qui devient fou et qui sacrifie son équipage pour sa mission, pour arriver aujourd'hui au concept de singularité technologique, ce moment théorique où l'IA dépassera l'intelligence humaine. Un point de bascule vertigineux et un moteur narratif incroyable. Ok. Alors, si on rassemble tous ces éléments, à quoi ça ressemblerait le guide pour créer une odyssée spatiale qui parlerait au public d'aujourd'hui? En fait, ça pourrait se résumer en 4 points essentiels. Premièrement, définir une technologie qui crée des problèmes, pas qui les résout comme par magie. Deuxièmement, adopter une esthétique forte, unique pour se démarquer. Troisièmement, construire un équipage où les tensions entre les personnages sont le vrai moteur du drame. Et enfin, ne pas oublier d'intégrer une quête de sens, une dimension métaphysique. Et tout ça, c'est absolument crucial. Pourquoi? Parce que le public d'aujourd'hui est de plus en plus exigeant. Il cherche des histoires qui ont du fond, qui sont riches intellectuellement et émotionnellement. Une belle esthétique, ça ne suffit plus. Et ça, c'est une super nouvelle. Ça ouvre la porte à des récits plus cérébraux, plus politiques ou même beaucoup plus intimistes. Finalement, on peut conclure avec cette phrase magnifique de Shinichiro Watanabe. Parce qu'au fond, la raison d'être de ce genre, elle est là. L'Odyssée spatiale, ce n'est pas une fuite de la réalité. Au contraire, c'est un voyage pour mieux la comprendre. Ça nous interroge sur notre avenir, sur notre place dans cet univers immense, et ça nous laisse avec cette question, à la fois simple et vertigineuse, quelle sera la prochaine étape ?